L'année 2021 est presque terminée et c'est souvent le temps des bilans. Donc, on va faire un bilan technique. Voir c'est quoi les technologies et les tendances qui sont mortes en 2021 et c'est quoi les technologies en émergence pour 2022 et plus loin. On regarde ça. Re-bienvenue au Coin du Geek et pour ne pas manquer d'épisodes et pour pouvoir interagir avec moi, je vous invite à aimer la page Facebook de Vélomag ainsi que ma page personnelle Martin Turgeon, service cycliste, pour plus de contenu. Aujourd'hui, on va faire un bilan des tendances technologiques qui, à l'aube de 2022, sont soit mourantes, en émergence ou en phase embryonnaire, mais prometteuses. Puis là, je fais un gros avertissement. Le but, c'est pas de dire que toutes les technologies précédentes sont pas bonnes puis que les nouvelles sont meilleures à tous les niveaux. Le but, c'est pas de partir un débat inutile ou de partir la chicane entre les irréductibles des deux camps. C'est juste de faire un bilan objectif de à quoi ressemble un vélo de route typique en 2022. Bon, vous me voyez venir peut-être avec un avertissement comme ça. La première technologie qu'on peut dire qui est vraiment morte en 2022, c'est les freins à jantes. Bon, en réalité, ça fait même déjà quelques années que je dirais que c'est à peu près mort, mais là, 2022, c'est vraiment un des derniers clous dans le cercueil. Vous essayerez de trouver un vélo moyen de gamme et en haut avec des freins à jantes. Il n'y en a plus, les compagnies en font plus du tout, il n'y a plus de conception de recherche et développement qui est faite pour ça. Puis finalement aussi, même au niveau des professionnels, il restait une seule équipe encore avec des freins à jantes, puis ils ont annoncé que pour 2022, c'était fini, ils tombaient aux freins à disque comme tout le monde. Mais au-delà de ça, ce qui vraiment, à mon avis, tue le concept de cette technologie-là au niveau du moyen à haut de gamme, c'est parce que le nouveau groupe Ultegra et Dura-Ace que Shimano viennent juste de lancer, est même pas disponible avec autre chose que des freins à disque hydrauliques. Puis là, comme je dis aujourd'hui, le but c'est pas de partir le débat sur les avantages ou les inconvénients de un ou l'autre. Ça, je vais garder ça pour une autre capsule. Une autre chose que le nouveau groupe Ultegra et Dura-Ace qui vient d'être lancé par Shimano va vraiment me donner des bâtons dans les roues, c'est le bon vieux câble. Oui, parce que maintenant, non seulement les freins à disque sont à peu près tous hydrauliques, même à partir du niveau assez de base comme le Tiagra, mais là aussi, le Ultegra et le Dura-Ace vont être seulement disponibles en version électronique. Oui, fait que l'activation par câble de votre dérailleur, ça sera même plus disponible dans ces deux groupes-là qui sont pas mal les plus populaires dans tout ce qui est haut de gamme à moyen de gamme. Dans le moyen de gamme, c'est sûr qu'il reste le 105. Honnêtement, je m'attends à ce que ça soit pas si long que ça avant qu'une version électronique soit mise sur le marché. Parce que si on regarde du côté de SRAM, ils ont fait la même chose. Leur équivalent au 105, qui est le SRAM Rival, est sorti en version AXS l'année dernière. Pour mettre les choses en perspective, SRAM, la dernière fois qu'ils ont sorti une nouvelle version d'un groupe mécanique dans le Force ou dans le Red, ça date de 2013. Puis là, en plus, dans les cadres haut de gamme, il y a de plus en plus de modèles qui sont même pas compatibles avec des câbles traditionnels. Ils sont vraiment conçus pour être seulement compatibles avec des transmissions électroniques. Si on se déplace ailleurs sur le vélo, 2021, ça marque la mort officielle et finale des boyaux et la grande émergence des pneus tubeless. En fait, des boyaux pour le cycliste moyen, juste à cause de sa complexité d'installation puis d'entretien, ça fait longtemps que c'est mort. Mais disons que pour les cyclistes professionnels World Tour, oui, ça restait quand même, disons, depuis plusieurs années encore le standard, mais vraiment de moins en moins. Les boyaux étant en déclin parce que les versions tubeless ou avec des tubes au latex, ça a été démontré que c'est pas mal plus performant. Mais une des dernières raisons pourquoi que les boyaux étaient encore omniprésents, outre le fait que les professionnels sont très réfractaires au changement, il y avait une question de sécurité. C'est-à-dire que s'il y avait une crevaison, ils pouvaient continuer à rouler sur la crevaison en attendant la voiture d'équipe pour un remplacement. C'était pour ça que depuis des années, ils disaient que quoi que ce soit qui arrive, des courses comme Paris-Roubaix vont toujours demeurer un des derniers bastions justement pour les boyaux.
Mais là, gros revirement cet été, une grosse partie du peloton à Paris-Roubaix était avec des tubeless, dont les gagnants autant chez les hommes que les femmes. Parce qu'en plus d'avoir une résistance au roulement qui est plus basse, dans des conditions comme Paris-Roubaix, il y a plusieurs équipes justement qui utilisaient des inserts de foam à l'intérieur au niveau sécurité. Donc, ils pouvaient rouler sur les pavés avec des crevaisons et c'était encore beaucoup plus sécuritaire et possible de rouler sur la crevaison qu'avec des boyaux. Donc, je vous le prédis honnêtement que ça va faire comme les jantes en aluminium, il y a plus d'une dizaine d'années à Paris-Roubaix, qui disaient que jamais les jantes en carbone deviendraient la norme parce que c'est trop fragile ou quoi que ce soit, jusqu'à temps que Fabian Cancellara, une année, remporte avec des roues en carbone. L'année suivante, les jantes en aluminium, les bonnes vieilles Ambrosio Nemesis, étaient à peu près disparues de la carte. Il reste des détails techniques au niveau de l'installation, des standards vraiment à peaufiner si on veut pour que cette nouvelle technologie-là soit de plus en plus accessible et simple, mais vraiment l'avenir s'en va vers le tubeless pour tout le monde. Puis en restant dans le sujet des pneus, la dernière tendance vraiment qui a changé de côté cette année, je vous dirais, c'est que le 28, c'est le nouveau 25. Oui, on parle de largeur de pneus ici. 25 mm depuis plusieurs années, c'était un peu le standard de ce qu'on retrouvait sur les vélos de route. C'est une tendance qui se poursuit depuis plusieurs années. Si on recule de presque 10 ans, le standard était plus à 23 mm même. Mais vous parlerez de n'importe quel employé de boutique de vélo. Des 23 mm maintenant, c'est à peu près juste vendu à ceux qui n'ont pas le choix parce qu'ils ont des cadres plus vieux, qui n'ont pas assez de clairance dans le cadre pour pouvoir mettre un 25 mm ou plus. Puis la tendance d'élargir les pneus se continue parce que maintenant, 28 mm est pas mal rendu le standard pour le vélo de route. Notre plus grande compréhension de la résistance au roulement fait que finalement, des pneus plus larges ont beaucoup plus d'avantages dans la grande majorité des cas que des pneus très étroits comme 23 ou 25 mm. Puis là, je parle pas juste de la résistance au roulement des pneus. Même les roues présentement, la plupart des manufacturiers vont optimiser les roues profilées en fonction d'un pneu de 28 mm. Donc finalement, de rouler un pneu 25 mm, non seulement c'est pas plus rapide au niveau de la résistance au roulement, mais avec une jante moderne, c'est pas plus rapide non plus au niveau de l'aérodynamisme. C'est sûr qu'il y a plein d'autres changements ou tendances que j'ai pas mentionné ou j'ai oublié. S'il y en a qui vous viennent en tête, écrivez-les dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aimer ma page Facebook, Martin Turgeon Service Cycliste, si vous voulez davantage de contenu comme ça. Et aussi, si vous voulez être au courant des nouvelles dans le monde du vélo et des nouvelles parutions de magazines, je vous invite à aimer la page Facebook de Vélomag. D'ici là, à la prochaine.